Bonjour à tous et à toutes, ici Thomas Sikorski, voici les titres du jour. Un musée sur le Titanic a ouvert à Lausanne. Il rend hommage aux Suisses qui étaient sur le navire lors du naufrage. C'était il y a 13 ans, Glencore avait dû verser 152 millions de francs d'amende pour avoir corrompu des agents publics au Congo. Cet argent est encore dans les poches de la Confédération. Timbré lorsqu'on se rend aux toilettes, c'est ce que plusieurs centaines d'employés d'entreprises horlogères neuchâteloises doivent faire chaque jour. Puis nous verrons notre correspondant en Turquie, Valentin Rocha, qui nous expliquera un phénomène qui devient de plus en plus fréquent en Turquie, le kidnapping. Les CFF prévoient, eux, de grands projets, mais leur ancien directeur les critique, c'est notre grand frère. Du deal de drogue à côté d'une école, c'est ce qui se passe dans le quartier des Paquis, sur la rive gauche de Genève. Et pour finir, notre envoyé spécial toujours en Turquie, Valentin Rocha, nous parlera des hôtels tout inclus. Un musée sur le Titanic a ouvert à Lausanne. Cette exposition immersive retrace l'histoire des 28 Suisses présents sur l'insubmersible. Un embarquement de première classe à bord du célébrissime Titanic. Une exposition immersive garantie sans iceberg, quoique. 112 ans après son naufrage, l'enthousiasme autour du navire et son histoire reste intact. Le Titanic, c'est quelque chose de fascinant, c'est mystérieux, c'est un peu une histoire assez lourde et assez magique. Il a les vrais objets et c'est cool. Je me dis comment ils ont pu construire ce bateau. Je suis né pile poil 60 ans après le départ du Titanic. J'ai juste tenu un peu plus de 4 jours. 10 ans après Genève, cette exposition itinérante fait son retour en Suisse, à Lausanne, et pour la première fois, l'histoire des 28 Suisses à bord est mise à l'honneur. Certains étaient richissimes et allaient voir l'état de leurs affaires aux États-Unis. Et puis beaucoup travaillaient ou allaient chercher fortune ailleurs. Voilà Adolphe Mattmann de Hinwil, c'était mon grand-oncle. À 20 ans, Adolphe veut tenter le rêve américain. Pour payer son billet, il sert les crèmes glacées aux passagers. Joseph Mattmann, mon grand-père, voulait aussi monter sur le Titanic en tant que pâtissier. Mais mon arrière-grand-père a refusé. Il a dit un seul, mais pas les deux. Et heureusement, sinon je n'existerais même pas. Il fera partie des 1500 victimes du Titanic. Mais d'autres connaîtront un destin miraculeux, comme le Genevois Richard Williams. À l'époque, il est numéro 1 suisse de tennis. Il est sauvé in extremis de la noyade, mais ses jambes sont atteintes. Les médecins à New York ont voulu l'amputer des 2 jambes, ce qu'il a refusé catégoriquement. Bien lui en a pris, puisqu'en 1924, il était médaillé olympique. Une expo pour s'immerger dans les profondeurs du passé et s'amuser à incarner Leonardo DiCaprio. Je suis la reine du monde. Il y a 13 ans, l'entreprise minière Glencore, dont le siège est à Zug, avait soudoyé des agents publics congolais pour acheter des parts de 2 mines à moindre prix. Au total, avec tous les cas ressemblants, 638 millions de francs sont encore dans les mains de l'État, le reportage de la RTS. 2011, le géant minier Glencore, qui a son siège à Zug, soudoie des agents publics congolais pour pouvoir racheter à moindre prix les parts de l'État dans 2 mines au sud-est du pays. 13 ans plus tard, cet été, verdict du ministère public de la Confédération, Glencore écope d'une amende de 2 millions de francs et doit payer ce qu'on appelle une créance compensatrice, 150 millions de francs, pour réparer le tort subi par le Congo. Une somme réclamée aujourd'hui par la société civile congolaise dans ce communiqué. Les organisations de la société civile exhortent la Confédération d'allouer une partie ou toute la créance compensatrice de 150 millions de francs au financement des investissements sociaux, écoles, hôpitaux, etc., en faveur des victimes congolaises. Le problème, sur la base du droit suisse, il est quasi impossible de restituer ces réparations aux victimes, constate l'ONG Public Eye. Simplement parce que le cadre législatif ne le permet pas en cas d'absence de coopération de l'État concerné. Et cette absence de coopération peut s'expliquer soit par une absence de volonté politique, soit par un manque de moyens. Glencore n'est pas la seule société à avoir été condamnée. Ces 10 dernières années, Gunvor, Adax Petroleum ou encore ABB ont dû payer des réparations suite à des cas de corruption à l'étranger.
Au total, ces compensations s'élèvent à près de 640 millions de francs, des fonds qui dorment toujours dans les caisses des cantons et de la Confédération, dénonce ce député socialiste. Évidemment, ce n'est pas acceptable, c'est un acte qui est immoral. Il faut que l'argent retourne au pays et il ne retourne pas entre les mains de gouvernements corrompus, passe par des organisations internationales, le CICR, Médecins sans frontières. Le Parti socialiste exige désormais que la loi soit révisée pour que les populations lésées, par exemple au Congo, soient dédommagées. Dans ces entreprises horlogères, dont 2 appartenant au SWAT Group du canton de Neuchâtel, on doit timbrer pour aller aux toilettes. Cette affaire est même alliée en justice, c'est un reportage de la RTS. On s'y rend 1, 2, 3, 4, peut-être 5 fois par jour. Imaginez maintenant devoir timbrer quand vous allez aux toilettes au travail. C'est surprenant quand même. Moi je trouve que c'est pas normal, c'est un besoin qu'on a tous. C'est abusé par le chef, c'est un peu une obligation de pisser. Dans cette entreprise neuchâteloise qui fabrique des cadrans horlogers, c'est pourtant une réalité pour les 400 employés. Pour l'avocat de la manufacture, une pause est une pause. L'entreprise a considéré que en fait, ça correspondait à une interruption du travail. Que ce soit les pauses toilettes, que ce soit les pauses repas, les pauses repos, les pauses téléphone ou pour aller se promener dans la nature. Donc indistinctement du motif de la pause, elle doit être timbrée. Mais selon le service cantonal de l'emploi, cette pratique est illégale. L'affaire a donc fini en justice et le tribunal cantonal, nous le révélons, a donné raison à l'entreprise horlogère. La notion de pause n'est pas clairement définie dans la loi. Il s'agit d'une lacune proprement dite, en ce sens que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire. Le tribunal le précise, la manufacture devra cependant prendre des mesures pour ne pas discriminer les femmes qui se rendent plus souvent aux toilettes en période de règles. À l'État, cette décision de justice passe mal. La magistrate en charge de l'emploi fait part de son inquiétude. Bien, moi, j'espère évidemment que ce jugement, en quelque sorte, ne fasse pas des petits, si on peut dire ça ainsi, dans d'autres entreprises qui pourraient être tentées à avoir ce type de pratique. Je crois que ça, ce serait vraiment quand même un signal particulier qui serait donné aux travailleurs et aux travailleuses. Nous l'avons appris en cours d'enquête. En tout cas, 3 autres entreprises horlogères dans le canton font timbrer les pauses toilettes. Mais aucune n'a voulu répondre à nos questions. 2 d'entre elles appartiennent au SWAT Group. Le géant horloger assure qu'il n'était pas au courant et qu'il va mettre un terme à cette pratique. Nous allons immédiatement aligner la situation dans ces 2 unités aux standards du groupe. Mais pour cette syndicaliste qui voit tous les jours des employés travaillant dans le milieu horloger, le mal est profond. Il y a d'autres problématiques qui nous sont relevées très régulièrement. C'est notamment le fait d'être chronométré quand on va aux toilettes, pour voir combien de temps on fait, etc. Elle appelle donc les élus à combler le vide juridique. Contacté, le secrétariat d'État à l'économie précise qu'à ses yeux, le timbrage systématique ne respecte pas le principe de l'intégrité personnelle des travailleurs. Bonjour Valentin Rancha, vous êtes en direct de la Turquie, plus précisément à Antalya. Alors un événement peu connu en Europe mais qui fait la une de absolument tous les journaux en Turquie, un événement macabre, glauque. Que se passe-t-il ? Eh bien en fait c'était fin août, une petite fille avait été kidnappée de son village, petite fille de 8 ans. 19 jours plus tard, retrouvée morte au fond d'une rivière. Événement très glauque donc. Mais en fait cet événement ça remet en lumière tout plein d'événements qui se sont passés depuis 2016. Parce qu'en fait depuis 2016 les autorités turques ont arrêté de publier ces nouveaux événements, sûrement parce qu'il y en avait énormément et qu'ils ne voulaient pas faire peur à leur population. Mais en fait celui-là ça a comme fait un déclic et depuis il n'y a un bulletin de nouvelles ou un journal sans qu'on parle d'un nouvel événement qui s'est passé. Merci Valentin Rocha pour ces courtes explications. Vous étiez en direct de la Turquie. Merci à vous. 1,34 million. C'est la moyenne de passagers par jour qu'ont compté les CFF ce premier semestre de l'année 2024. C'est un record pour l'entreprise. Ils doivent encore agrandir leurs infrastructures et augmenter la quantité de leurs trains. Mais cela coûte très cher et la Confédération veut faire des économies. C'est toujours un reportage de RTS. 1,34 million de voyageurs quotidiens. Jamais les CFF n'avaient enregistré une aussi grande affluence qu'au premier semestre de cette année. Un record et de nombreux défis. Un nouvel horaire tout d'abord. En vigueur dès le 15 décembre prochain, il devrait permettre à terme de faire circuler 15% de trains en plus en Suisse romande. Point le plus polémique,
la liaison directe entre Genève Aéroport et le pied du Jura disparaît, les pendulaires changeront de train à Renan. Autre défi, le nombre croissant de chantiers pour remettre à jour le réseau roman. L'enjeu, éviter que le retard de plus de 13 ans du chantier de la gare de Lausanne ne devienne la norme, d'autant qu'un autre projet mastodonte vient d'être dévoilé, la gare de Genève, une extension souterraine qui devrait tripler l'espace destiné aux voyageurs. Et tout ça, ça coûte cher. L'Office fédéral des transports estime que quelques 28 milliards seront investis ces prochaines années dans les plus de 300 projets destinés à développer le réseau ferroviaire. C'est trop pour l'ancien patron des CFF, Benedikt Weibel, qui demandait ce printemps un moratoire sur les nouvelles constructions. Ça ne peut plus durer. Si nous continuons ainsi, nous ne pourrons bientôt plus financer le meilleur système de transport public au monde. Jongler entre investissements, travaux et cadence des trains, voilà ce qui attend les CFF ces prochaines années, alors que le Conseil fédéral souhaite faire des économies dans le domaine du rail. Bonsoir Vincent Ducrot. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Oui, on l'entend, la Confédération veut faire des économies dans le domaine du rail. Des propositions sont aujourd'hui sur la table. On en a parlé ce vendredi au 19h30, comme supprimer des lignes régionales de bus, mais ça concerne aussi le rail. Bonne piste, comment vous réagissez à ça ? Je pense, vous savez, on est au début d'un processus, donc il faut déjà que les parlementaires examinent. Il y aura tout un traitement qui va faire. Puis comme souvent en Suisse, on trouvera certainement une bonne solution pour sauver ces lignes, parce que c'est très important que les régions dites périphériques soient aussi très bien desservies. Vous parlez des régions périphériques. Dans une récente interview, vous avez vous-même parlé de suppression, alors à long terme, de certains arrêts aux petites gares. Est-ce qu'elles ne doivent pas quand même s'inquiéter, ces régions-là ? Pas du tout. Ce qu'on a dit, c'est dans le futur, on va devoir améliorer le réseau. Il faut imaginer, la technologie va beaucoup changer. Elle va nous permettre d'avoir des véhicules autonomes qui amèneront les gens dans un hub. Et c'est pas du tout les petites gares. Le sujet n'est pas du tout là. C'est comment développer le réseau d'ici 20-30 ans pour qu'il continue à être efficient et répondre à la demande des clientes et clients. Sur la question de l'efficience, de la rentabilité, autre actualité, Albert Rochety qui ne veut plus subventionner les trains de nuit, car peu rentables, visiblement. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Effectivement, le train de nuit est quelque chose qui est un marché de niche. Et on sait que, notamment en direction de l'Espagne et de Rome, on a le souci que les péages, ce qu'on paye pour faire circuler le train, est très très cher. Donc c'est pour ça qu'on avait négocié avec la Confédération un subventionnement. La Confédération a décidé de surseoir à ce subventionnement. On aura des discussions. Au jour d'aujourd'hui, les autres trains de nuit ne sont pas du tout remis en cause. Cet été, l'ancien directeur des CFF, Benedikt Weibel, sort du bois et demande un moratoire sur tous les projets en cours. Alors selon lui, c'est trop cher, c'est pas utile. Si on l'écoute, vous jetez l'argent par les fenêtres. Avant de répondre sur le fond, parce que c'est important évidemment, sur la forme, comment vous réagissez au moment où votre prédécesseur s'exprime publiquement et désavoue votre stratégie ? Alors, c'est déjà la stratégie de la Confédération. Il faut voir, ce n'est pas seulement la stratégie des CFF, c'est une stratégie politique. Vous savez, tout le monde a le droit de s'exprimer, même un ancien directeur des CFF. Je ne partage pas son avis en l'occurrence, mais voilà, ça fait partie du jeu. Alors, son avis, c'est ça la question sur le fond. A-t-il raison ou pas ? Au Parlement, c'est le jeu, on le sait. Chacun va défendre sa région, chacun veut son train, chacun veut son projet. C'est comme ça dans son canton. 300 projets pour 28 milliards, c'est beaucoup d'argent. À quoi servent tous ces projets ? Vous savez, ça sert à augmenter le nombre de trains. Il faut imaginer, à peu près tous les 15 ans, on a besoin de 20% de sièges en plus. Parce que le trafic grandit, et ça ne va pas s'arrêter. Donc, il faut qu'on soit là pour répondre. Sinon, on a de la peine à transporter les gens. Je prends l'exemple type, c'est ici autour de Genève, on commence déjà à avoir des difficultés. L'année prochaine, on doit faire un pas de plus. Puis après, on devra avoir des trains à 2 étages. Et dans un horizon plus lointain, il faudra augmenter les infrastructures. C'est le trafic, le développement de ce trafic qui veut qu'on adapte ce système continuellement. Je pense que c'est une très bonne chose. On a un système incroyable en Suisse, il faut le garder. Il y a eu quand même des erreurs, on ne peut pas le nier. Le chantier de la gare de Lausanne, 13 ans de retard, de l'argent gaspillé là. Là, vous admettez ou vous reconnaissez vous être trompé. Non, c'est pas se tromper, c'est un chantier qui est extrêmement complexe. C'est le résultat d'un compromis. Ensuite, il faut imaginer, on construit pour 1,5 milliard de francs dans une zone de 30 mètres de large par 300 de long. Donc, si vous prenez en comparaison de construire un grand immeuble qui coûte 50 ou 60 millions, c'est 40 grands immeubles qu'on va construire. Donc, c'est extrêmement complexe. Ça prend beaucoup de temps. Il y a eu plusieurs recours, plusieurs allers-retours vers les tribunaux. C'est malheureusement le destin de beaucoup de grands chantiers. On doit faire avec.
on travaille pour que ce soit prêt dans les délais maintenant. Alors le dessin, on espère que ce ne sera pas celui du projet d'agrandissement de la gare de Genève que vous avez présenté cette semaine, objectif 2038. Vous pouvez nous garantir que vous serez dans les temps ? Alors ça va dépendre beaucoup de la durée de la procédure. Aujourd'hui, on a prévu 3 ans pour la procédure de mise à l'enquête à Genève. Ça dépendra du nombre de recours. Si ces recours vont au tribunal fédéral, ça peut prendre un peu plus de temps. On l'a d'ailleurs clairement dit, mais on espère être prêt dans les délais. Ce qu'on maîtrise bien aujourd'hui, c'est la planification et la durée des travaux. Puis il y a une grosse zone grise au milieu qui est la mise à l'enquête. Ce qui presse, il y a de plus en plus de passagers, les gens se plaignent d'être coincés dans les trains aux heures de pointe, et beaucoup estiment que le train coûte cher. Peut-être ça assez clairement. Est-ce que le prix des billets va augmenter l'année prochaine ? Non, le prix des billets ne va pas augmenter l'année prochaine. Puis, on peut qu'inciter les gens. On a un système qui s'appelle billets dégriffés qui permet aux gens de voyager à meilleur compte. Donc, utiliser de tels systèmes, c'est une bonne piste pour économiser en voyageant en train. Un mot peut-être pour terminer encore vraiment d'actualité, l'impact de ces économies sur le personnel des CFF. Vous êtes en train de négocier la convention collective de travail avec les syndicats. Il y a un bras de fer qui se crée autour de la flexibilisation du temps de travail. Est-ce que vous craignez la première grève peut-être des CFF en Suisse ? Pas du tout. Vous savez, on a l'habitude d'un dialogue social, on est au début de cette procédure, on va aussi là trouver un accord, je suis convaincu, on a une convention collective qui est très très bonne, on va continuer dans ce sens et puis on trouvera des solutions intelligentes et pour les employés et pour l'entreprise. On a l'habitude de bien négocier ensemble. Merci beaucoup, Vincent Ducrot, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Au Paquis, un quartier de Genève, les trafiquants de drogue sont de plus en plus nombreux. Ils sont juste à côté d'une école et la police ne peut pour le moment rien faire. Ils n'ont pas assez d'effectifs. C'est en tout 2500 interventions cette année et 600 trafiquants arrêtés. C'est un reportage de RTF. C'est devenu un rituel pour Marie. Chaque matin, depuis plus de 6 mois, cette mère de famille inspecte tous les recoins de son vélo avant de partir travailler. D'habitude, quand j'en trouve, c'est dans le fond du vélo ici ou bien de l'autre côté, sous les sièges des enfants. Son vélo est devenu une des planques favorites des dealers de son quartier. Des paquets remplis de cannabis ou d'ecstasy cachés sous les sièges de ses enfants. Une fois, ma fille a trouvé des petites pilules roses, donc elle pensait que c'était des bonbons. J'ai été voir des policiers spontanément dans la rue pour leur expliquer et ils m'ont dit vérifiez votre vélo tous les jours, on le vérifie nous aussi, on peut rien faire de plus. Je me sentais pas du tout sécurisée en fait par la police. Un deal au nez et à la barbe des policiers, dont le poste est à seulement quelques mètres du vélo de Marie. En plein centre-ville et en plein jour, le deal est monnaie courante comme dans cette zone piétonne du quartier des Paquis. Profitant d'un accès impossible aux voitures de police et de l'absence de caméras, dealers et toxicomanes y font leurs affaires à 2 pas d'une école primaire. À 8h de la matin, ils sont là. À midi, ils sont là. Et c'est pas bien. Ils sont vraiment proches de l'école. Et puis ils savent qu'ils vendent de la drogue et que c'est pas normalement ça se fait pas quoi. On met des grilles maintenant à la cour d'école. Les enfants, on les enferme, mais les dealers sont dans la rue. Ça, c'est quand même énorme quoi. Face au problème, les patrouilles ont été renforcées. Plusieurs fois par jour, ces policiers inspectent bancs et pots de fleurs. Ça, c'est le genre de cachette où ils peuvent facilement dissimuler des stupéfiants ou de l'argent. Puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui vendent du stupéfiant dans les paquis, ils ont rarement l'argent et les stupéfiants sur eux. Leur présence fait fuir les dealers pendant un temps limité. Le problème, c'est que lorsqu'on est là, ils partent. Et puis du moment qu'on s'absente pour faire effectuer une mission plus loin, le problème, c'est qu'ils se réinstallent. En fait, c'est un peu le jeu du chat et de la souris en permanence. Près de 2500 interventions ont été effectuées et 600 trafiquants ont été arrêtés cette année. Malgré tout, le deal persiste et progresse. Éradiquer le trafic de rue, peu importe le quartier, est quelque chose d'utopique. Si les ressources étaient illimitées, on pourrait, en caricaturant, mettons un policier à chaque coin de rue 24 heures sur 24. Mais ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est pas possible. Faute de ressources, évidemment. Lassés, plusieurs habitants du quartier des Paquis se tournent vers le Conseil d'État et réclament des actions fortes. Nous demandons un arrêté du Conseil d'État d'interdiction du deal autour des écoles et des institutions pour enfants. Il est possible d'avoir des actions efficaces avec une volonté politique pour déplacer le deal. Nous avons contacté le Conseil d'État. Malheureusement, il n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. D'après nos informations, l'installation de 5 caméras de surveillance est à l'étude.
Très efficace, elle pourrait faire migrer le trafic hors du quartier, loin de l'école. Probablement la seule solution pour lutter contre le deal de rue. En Turquie, les hôtels tout inclus, ou aussi appelés all inclusive, sont très nombreux pour le bonheur des touristes, mais pas des résidents. C'est le reportage de notre envoyé spécial en Turquie, Valentin Rocha. En Turquie, on en voit partout des hôtels tout inclus, avec buffet à volonté, des énormes piscines ou encore la mer, bien évidemment. On en voit sur toutes les plages en Turquie ou presque, et on peut en voir beaucoup. Mais si ces hôtels font le bonheur des vacanciers, c'est tout l'inverse des résidents. Mais pourquoi? En fait, ces hôtels provoquent du surtourisme, c'est-à-dire qu'il y a un énorme afflux de vacanciers. Et cela peut être très embêtant pour les résidents. Mais pourquoi? En fait, leurs plages, ils n'y ont même plus accès, puisqu'il y a beaucoup trop de touristes, et elles sont polluées à cause de toutes ces personnes. Comme vous pouvez le voir sur ces plages où il y a presque que des vacanciers, et même plus de place pour la population locale. En plus, la population turque n'est pas une population très riche. Ils vivent dans des appartements plutôt modestes. Comme vous pouvez le voir ici, dans des appartements à côté des hôtels. Et la majorité de la population turque est locataire. Et si leurs propriétaires décident de vendre leur appartement à un hôtelier pour qu'il construise un hôtel, ils se retrouveront à la rue. Bref, si ces hôtels peuvent paraître incroyables, en réalité, c'est tout l'inverse. Ici Valentin Rocha, TV 2000. À Antalya, en Turquie. C'était le 5e téléjournal de TV 2000. Je vous retrouve la prochaine fois.